est-ce qu'il y a de quoi, avec cela, faire tourner la 5e économie mondiale, la France, et occuper 5 millions de chômeurs ou d'actifs sous-employés, les 5 millions que compte notre pays aujourd'hui? Alors, ce que disent les écologistes, c'est que justement, il faut investir. C'est exactement ce que j'ai indiqué, et c'est Nicolas Stern qui l'a très bien démontré, en montrant le prix de l'inaction par rapport au prix de l'action en faveur de la transition écologique. Et c'est un modèle prospère et intense en emploi. C'est justement la réponse à votre question. Quand on produit le même kilowattheure avec des énergies renouvelables, c'est 2,7 fois plus d'emplois qu'avec le nucléaire, par exemple. Donc, il y a des arbitrages à faire sur le développement d'activités qui sont des activités qui sont beaucoup plus riches d'emplois. Je continue sur l'industrie. Vous me posez la question, est-ce que ça va occuper les actifs? Oui. Bien sûr que oui, parce qu'il y a... Les actifs, plutôt les inactifs. Oui, mais est-ce qu'il y aura assez est-ce qu'on va fournir du travail? Oui, pour une raison simple. Pour être un peu schématique, nous avons aujourd'hui une ressource abondante qui est sous-utilisée, c'est le travail, et une ressource rare, surutilisée, les ressources naturelles. Donc nous devons aller vers un changement de modèle. Et ce qui m'intéresse, et je pense que le débat est en train de mûrir, c'est justement qu'on entend que face au défi du dérèglement climatique, on ne doit pas seulement se dire comment on va essayer de remonter des digues au bord de la mer, parce que ça on n'y arrivera pas, comment on arrive à penser un modèle de développement économique qui va nous permettre à la fois de lutter contre le gaspillage, parce que c'est ça au final les causes du dérèglement climatique. Dans la période, il me semble que personne n'est en situation de donner des leçons. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de construire assez modestement. C'est de dire, oui, il y a des erreurs. Et là où je suis effectivement d'accord, c'est que la politique qui est menée en matière économique est revendiquée par l'actuel Premier ministre en disant, il n'y a pas d'alternative. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'alternative. Et comme je savais que j'allais vous voir, Monsieur Langlais, je vous ai apporté un graphique. Parce que pour moi, c'est le graphique qui guide mon action politique. C'est pour avis à vos vérificateurs, il y a la source en bas. C'est le rapport entre l'action et l'inaction face au dérèglement climatique. Le coût. C'est les graphiques de Stern, justement? Exactement, c'est de Stern qui montre que économiste de la Banque mondiale. Pour tout le débat que vous aviez tout à l'heure, sur lequel je n'ai pas eu le temps d'intervenir, en disant oui, mais ça coûte très cher d'investir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ne pas le faire, ça coûte 2 fois plus cher. C'est ça le vrai sujet, c'est que c'est la catastrophe et ça coûte 2 fois plus cher. Et c'est ce débat-là, politiquement, qu'il faut que nous posons. Le débat de l'action, c'est un débat effectivement très virulent à l'égard de la Commission européenne, qui considère et qui est obsessionnellement concentré sur la question du déficit public. Mais alors, il en sera où le déficit milliards, Quand on dit que la transition énergétique est nécessaire et qu'on n'a pas sécurisé l'argent pour les travaux d'économie d'énergie en 2015 et qu'on baisse le budget de l'écologie, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que je dis, restons pas sur les discours, les postures ou les noms de tel ou tel. Regardons concrètement qui est prêt à travailler ensemble à un plan de relance écologique concrètement et à effectivement aller mener la bagarre de manière assez nette, même si c'est très pacifique. Et donc tout cet enjeu-là, c'est un enjeu qui met la société en mouvement et qui nous permettra d'avoir une société européenne prospère. Je termine juste. Il y avait une question à vous poser aussi. On a fait la révolution agraire, on a fait la révolution industrielle. L'enjeu de ce début du XXIe siècle, c'est la révolution écologique. Et c'est un enjeu qui est un enjeu positif. Il ne faut juste pas s'engluer dans les méthodes et les solutions du XXe siècle. Alors, vous avez dit tout à l'heure vouloir redonner l'espoir aux gens, redonner un souffle à la gauche. Alors, je voulais simplement vous dire... Tout ça, moi. Oui, c'est bien, vous allez l'expliquer tout à l'heure. Hein. Est-ce que finalement, Cécile Duflot, on ne peut pas se dire qu'il y a un certain nombre de personnes en grande difficulté, au chômage, aux très pauvres, qui considèrent finalement que l'écologie, ça serait un petit peu du luxe, que le diesel, ça pollue, mais que le diesel, c'est moins cher, et que le bio, c'est cher et que c'est pas abordable. Est-ce que c'est pas un peu un luxe pour les riches? Ça, c'est une vieille question, Madame Sinclair. Oui, Madame Duflot, je suis pas très jeune. Vous savez non plus. pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont les moins favorisés, qui sont les plus victimes des maladies de l'environnement. Il est sensible à cette question. C'est ceux qui mangent de la malbouffe, qui développent des maladies, c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, de dire l'écologie c'est un luxe, non. Ceux qui aujourd'hui vivent les premières conséquences, même si on n'en est évidemment pas sûr scientifiquement, du dérèglement climatique, c'est-à-dire des phénomènes météorologiques accentués, plus fréquents et plus violents, comme les inondations. Ce n'est pas une cause évidente, mais on sait bien que les météorologues disent que la principale conséquence du dérèglement climatique, ce sera ça. Ce n'est pas les plus riches. Ce qui est un luxe, c'est le mode de production actuel. C'est un luxe insensé, un gaspillage inouï. Nous allons à la pénurie de toutes sortes de matières premières et on fait comme si le problème ne se poserait pas. Il y a des choses qui sont bien. Je peux vous dire que le projet de loi qui a été voté, la loi sur l'agroécologie, qui vise à favoriser d'autres manières de cultiver pour remettre de l'emploi dans le secteur agricole, c'est une bonne loi qui va dans le bon sens parce qu'il y a de l'emploi et de la qualité de vie à créer dans l'agriculture. On a l'impression que ça peut représenter
peut-être des centaines de milliers d'emplois. Est-ce que ça peut représenter des millions d'emplois? Oui, parce que c'est un modèle quand on travaille sur la relocalisation de l'économie. Je vous donne un exemple très concret, la taxe poids lourd. On l'a souvent mis comme un débat sur les conséquences financières. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe, notamment en Bretagne? On élève des porcs dans un système d'ailleurs où on a poussé les éleveurs à être surendettés parce qu'il fallait qu'ils aient des exploitations toujours plus grosses, toujours plus grosses. Aujourd'hui, on sait que de petites exploitations à l'herbe, non intensives, arrivent à mieux s'équilibrer économiquement parce que ce sont aussi des produits de meilleure qualité. Attendez, je termine. Oui. Mais que ces porcs sont transportés dans des camions jusqu'à l'autre bout de l'Europe pour être abattus dans des abattoirs de l'autre côté de l'Europe avant de revenir, ça n'est pas une bonne solution. Si on fait en sorte que le transport soit payé à son vrai prix social et environnemental, on sait très bien la contribution du transport routier à la fois au dérèglement climatique, mais aussi à la santé. Les conséquences des particules fines sur la santé sont connues. Eh bien, on retrouve de l'emploi dans les abattoirs en France. Et tous les sujets vont comme ça, Monsieur Pujadas. Justement, j'ai un exemple à vous soumettre.